Le lendemain de ma nomination, la feuille de route a été de continuer l'excellent travail qui avait été commencé par mon prédécesseur, accélérer l'exécution des projets conformément aux exigences de son Excellence le Président Macky Sall pour soulager l'ensemble des populations en ce qui concerne l'assainissement, mettre en place une équipe performante pour regagner la confiance des partenaires techniques et financiers. Ensuite, en interne, travailler sur une réorganisation de l'ONAS. Donc ça a été les 3 piliers: accélérer l'exécution des projets, mettre en place une équipe performante et retravailler dans la structuration de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Ça a été ça, les 3 piliers sur lesquels j'ai travaillé depuis mon arrivée. Et je pense que les choses sont en train de se mettre en forme. L'ONAS a une mission de service public qu'on peut résumer de façon très simple. Par rapport à notre signature, l'assainissement pour un meilleur cadre de vie. Ça veut dire permettre aux populations, aussi bien des zones urbaines que des zones rurales, parce qu'il y a maintenant un élargissement du champ d'action de l'ONAS au monde rural. C'est permettre à l'ONAS, c'est permettre aux populations d'avoir accès à un assainissement important. L'assainissement a toujours été, je dis bien, négligé dans certains pays, pas le Sénégal. Les investissements sont importants. On s'est toujours concentré à l'hydraulique, l'eau. Et on a toujours mis l'assainissement de côté, qui a été toujours le parent pauvre. Mais l'État du Sénégal a une vision différente et des investissements très très importants sont mis en œuvre, justement pour nous permettre à l'ONAS d'exécuter correctement ses missions. C'est ça. Mission pour que les gens puissent avoir partout un assainissement qui puisse leur permettre d'avoir un meilleur cadre de vie. Il y a eu beaucoup de problèmes dans le passé et je pense qu'il y a des améliorations significatives. Tout n'est pas encore fait, bien sûr, mais je pense que nous avons fait des avancées très très importantes. L'assainissement collectif, c'est ce qu'on appelle tout à l'égout. C'est ce que vous avez quand vous avez chez vous, vous tirez une chasse. L'assainissement autonome, c'est quand vous avez une fosse et que tous les 2-3 mois, les gens viennent vider la fosse. C'est ça la grosse différence entre les deux. Vous avez des villes qui sont très importantes, comme Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Vous avez beaucoup d'assainissement autonome et ça fonctionne correctement. Et je pense qu'on se trompe souvent en mettant l'accent essentiellement sur l'assainissement collectif, qui est un gros problème dans nos pays. Le vol des plaques, l'utilisation des canaux pour en faire des dépotoirs, les gros problèmes d'inondation que nous avons, et les problèmes de maintenance que nous avons à l'ONAS, c'est essentiellement dû à l'assainissement collectif. Je ne dis pas que ça n'est pas une solution, mais il faut qu'on soit capable de faire la différence entre les deux et de serrer les priorités. L'assainissement collectif pour des grandes villes comme Dakar, ça se justifie. Mais quand vous prenez des centres périurbains, vous faites de l'assainissement collectif, vous allez non seulement avoir des gros problèmes d'exploitation, mais le système ne sera pas forcément efficient. Donc, il faudrait qu'on fasse bien la part des choses. L'assainissement autonome collectif, l'assainissement collectif pour les grandes villes, l'assainissement autonome pour les centres périurbains. L'assainissement autonome n'est pas un sous-produit de l'assainissement collectif. C'est un produit de l'assainissement. L'assainissement autonome est un produit très efficace si c'est mené à bon escient. Et je pense que nous avons dans certaines zones, sur financement de la Fondation Bill et Melinda Gates, montré que l'assainissement autonome pourrait être une solution dans certaines contrées du Sénégal. Et justement, ça amène un changement de paradigme très important. À notre niveau, on a d'abord, mais surtout au niveau des populations, qu'ils comprennent que l'assainissement autonome n'est pas un assainissement bas de gamme, en réalité, et que ça peut fonctionner correctement si le service est suivi derrière, et nous sommes en train de travailler dessus, en impliquant le secteur privé. Et je pense jusqu'à présent, ce que nous avons marche correctement. Les problèmes de population au niveau de leur maison, quand vous êtes dans un système d'assainissement collectif, vous n'avez pas de problème d'assainissement en général, vous tirez la chasse et le part. Quand vous avez un problème quand vous êtes dans l'assainissement autonome, le souci que vous avez, c'est que est-ce que le service est fait régulièrement? La vidange, elle coûte cher. Nous sommes en train de travailler dessus. Est-ce que les populations sont capables de supporter? Mais tout le monde va aller dans l'assainissement collectif, comme je vous ai dit, parce que c'est une facilité, entre guillemets, pour les populations, mais pas forcément pour l'État, parce que ça a un coût.
Donc ça, ce sont les gros problèmes. Par contre, vous avez des villes où il n'y a pas du tout d'assainissement. Mais nous sommes en train de travailler dessus. Je vous donne un exemple. La ville de Ziguinchor n'a jamais eu d'assainissement. Nous avons un programme que nous sommes en train de dérouler là-bas. La ville de Tambacounda n'a jamais eu d'assainissement. Et la ville de Matam n'a jamais eu d'assainissement. Ça veut dire qu'il y a des avancées significatives qui sont faites par le gouvernement du Sénégal pour couvrir l'ensemble du territoire. Il va nous rester Sédhiou sur lequel nous sommes en train de travailler, Kolda aussi. Donc je pense que dans l'horizon 2020, on devrait arriver à couvrir toutes les villes du Sénégal en matière d'assainissement. Après, il va rester les centres périurbains que nous sommes en train également de travailler, mais là, ça va être l'assainissement autonome. Avec, par exemple, nous avons un financement de la Banque mondiale, d'accord, qui va nous permettre de faire sur une raison de 4 ans, de 3 ans plutôt, 100 000 toilettes. C'est très important. On n'a jamais eu des projets de cette envergure-là. C'est d'abord un sentiment de fierté qui montre l'expertise du Sénégal dans le domaine de l'assainissement. C'est vrai qu'on a des problèmes, mais c'est un problème de fierté parce que c'est une confiance. Sur 52 pays, on a choisi le Sénégal, l'Afrique du Sud et je pense l'Ouganda pour piloter ce projet qui était dans l'espace pilote, qui a permis de créer des emplois, qui a permis de financer des vidangeurs, donc créer d'emplois directement. Maintenant, la phase pilote est terminée. Nous allons passer à une phase de mise à l'échelle. Et c'est ce qu'on appelle mise à l'échelle de l'assainissement autonome, implication du secteur privé, et ça va améliorer significativement le vécu de certaines populations. Donc c'était vraiment une phase pilote, fierté d'avoir un pays comme le Sénégal, tête de pont pour ce projet sur beaucoup d'autres. Et je pense que ce projet, on le déroule depuis 2011, avec des résultats très très satisfaisants. Je ne sais pas ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est un secret ou pas. Il y a deux choses auxquelles je crois fortement. Ce pays nous a tout donné. Et je pense qu'on doit lui rendre ce que ce pays nous a donné en nous mettant à disposition. Et il n'y a pas de différence, à mon avis, entre le secteur privé et le secteur public. Toutes les organisations, pour faire des résultats, il faut travailler de la même façon. Il faut planifier ce que vous faites, l'exécuter et corriger, et mesurer et corriger derrière. Je pense que c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie depuis que je travaille sur le plan professionnel. Et ce sont les mêmes méthodes qu'on applique ici. Ça, c'est la première, la façon de travailler. La deuxième, c'est la passion. C'est pas un sentiment matériel, c'est pas l'envie de gagner quelque chose de plus sur le plan matériel qui pousse une personne à faire des résultats. Mais quand vous avez de la passion, vous sentez même pas le temps passer quand vous travaillez. Quand vous avez de la passion, il n'y a rien qui vous retient. Et quand vous avez de la passion, naturellement, tout devient possible. Je pense que ce sont ces deux piliers sur lesquels je travaille. Et j'ai toujours travaillé dans le passé, qui, je pense, me permettent de faire des résultats satisfaisants. Il y a quand même une différence de fond entre l'OFOR et l'ONAS. L'OFOR, j'étais l'employé numéro 1. C'est moi qui l'ai monté de toutes pièces. Mais je pense qu'on est arrivé à faire une bonne alchimie entre des nouveaux et des anciens. L'ONAS, je pense qu'il y a du bon travail qui a été fait dans le passé. Mais l'ONAS existe depuis 1996, avec des textes qui datent de 1996, une organisation qui n'est pas forcément adaptée au nouveau contexte dans lequel nous nous situons. Et je pense que c'est cette transformation dont l'ONAS a besoin, avec l'implication de l'ensemble, qui devrait permettre, je pense, pas à M. Sarko de faire des résultats, à toute une équipe derrière, avec laquelle nous travaillons, de faire des résultats pour le bénéfice des populations. Et ça, je pense qu'on ne doit jamais l'oublier. Nous travaillons pour les populations du Sénégal, mais pas pour une personne, essentiellement, parce que ce que nous avons, ce sont des fonds publics. Je ne peux pas dire mes réalisations, quelles sont les réalisations de l'ONAS. Je pense que nous sommes arrivés à quelque chose de très important, à rebâtir la confiance vis-à-vis des bailleurs de fonds. Je pense que ça, c'est un élément essentiel que nous sommes arrivés à faire. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple de la Bédane. Nous sommes arrivés à boucler le financement sur 3 mois. Parce que derrière, il y avait des gens engagés. Pas forcément M. Sarko, mais il y avait une équipe engagée qui en voulait, qui montrait qu'on pouvait arriver à ça. Le deuxième point, c'est que nous sommes en train d'exécuter les projets aujourd'hui. Il y a un projet qui traîne un peu, c'est celui qu'on appelle les 10 villes, mais je pense qu'on va y arriver. Donc nous avons une feuille de route aujourd'hui, nous avons une visibilité parfaite de tout ce que nous faisons. Et je pense que cette année 2018 va permettre c'est une année de réalisation, d'exécution des projets de son Excellence le Président Macky Sall.
Nous sommes sur la bonne voie et je pense que c'est de là qu'on commencera à partir de réalisation. Mais je pense que la satisfaction personnelle que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on a derrière une équipe mobilisée qui croit en elle-même et qui sait que tous les défis peuvent être relevés. Sentiment de reconnaissance d'un travail bien fait, mais sentiment de reconnaissance d'une équipe qui est le personnel de l'Office des forages ruraux avec qui j'ai travaillé. Je pense que je n'ai été qu'un catalyseur de ça, mais le mérite revient plutôt à l'ensemble de mes anciens collaborateurs de l'OFOR, je pense qu'ils ont permis d'avoir cette distinction, donc sentiment de reconnaissance vis-à-vis naturellement du président Mbagnick Diop, mais surtout vis-à-vis de l'ensemble du personnel de l'Office des forages ruraux qui a pu, avec moi, monter un projet, une organisation très très performante en moins de 3 années. Je ne pense pas que c'est ça qui pousse à remonter les défis. J'ai toujours adoré les défis en réalité. Et naturellement, quand vous avez une destination comme ça, vous devenez un modèle. Vous n'avez plus le droit de tomber. Vous devenez une référence. Beaucoup de gens vous suivent. Donc vous devez continuer dans l'excellence en réalité. Mais je pense que dans ma courte carrière professionnelle, j'ai toujours travaillé dans le sens pour donner le maximum de moi-même et donner le maximum de soi pour son pays, pour ses compatriotes. Il n'y a pas de prix à ça. Et je pense que naturellement, si Dieu me donne longue vie, je vais continuer toujours à travailler dans l'excellence. Moi, je suis un enfant de la Médina. J'ai grandi à la Médina. Gueule-Tapée précisément. Là-bas, j'ai grandi. J'ai passé toute mon école, tout l'enseignement primaire au Sénégal. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'on est très nombreux. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu des parents qui avaient les moyens d'investir en moi pour mon éducation. Ça, c'est de la chance dans nos pays en Afrique. J'ai également eu une chance très importante d'avoir eu une très belle carrière professionnelle. J'ai travaillé 20 ans dans le secteur privé essentiellement, mais dans des multinationales qui sont les meilleures écoles où on vous apprend à travailler. Ce terme apprend à travailler, c'est important. Très souvent, c'est pas que les gens ne veulent pas, mais ils savent pas. Alors que dans certaines organisations, on vous apprend à travailler. Vous avez parlé de succès tout à l'heure, de résultats, et je pense que ce sont ces écoles-là qui m'ont permis d'arriver à faire des résultats probants. Mais comme je dis une fois encore, c'est difficile de parler de soi. Mais je pense que j'en suis arrivé, c'est pas que je suis meilleur aux autres, mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance dans la vie, ça n'est pas autre chose. J'ai grandi à la Gueule-Tapée, j'ai joué au foot, j'allais me baigner à la mer, j'ai tout fait. Mais vous savez, il y a des éducations qui vous forgent. Il y a, dans certains quartiers de Dakar, quand vous y grandissez, je vais vous dire que vous n'avez peur de rien. Ça vous forge, ça vous donne une très grande personnalité. Mais je pense que tout ça, c'est beaucoup de chance. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de ces valeurs, qu'il du travail, ont disparu dans ce pays-là. Le message fort à faire passer aux populations pour l'hivernage, il est dommage dans ce pays, il est dommage qu'au Sénégal, que l'on fasse un raccourci en confondant assainissement et inondation. Ça n'a absolument rien à voir. L'assainissement, c'est un meilleur cadre de vie. C'est permettre aux populations d'être dans des conditions de vie optimales, c'est les protéger pour la santé. Maintenant, l'hivernage. L'État met chaque année 1,5 milliard sur des programmes hivernales. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'amélioration, mais nous connaissons les mêmes problèmes. Chaque année, nous faisons des curages de canaux. Chaque année, on poste des gens. Chaque année, nous avons des inondations parfois. Mais c'est dû à quoi? Ce n'est pas la faute de l'État. L'État fait les investissements qu'il faut. C'est dû à un problème de comportement citoyen. Quand les gens volent les regards, quand les gens transforment les canaux d'eau pluviale qui doivent servir à évacuer les eaux pluviales en poubelle, quand les gens mettent dans les canaux tout ce qu'ils ont à la maison, mais quand il pleut, mais naturellement, nous allons avoir des inondations. Aucun gouvernement
ne peut, à lui, tout seul, régler les problèmes des inondations si le Sénégalais lambda ne change pas de comportement. Ces ressources financières que nous mettons chaque année, nous en avons besoin pour mettre ailleurs. Nous pouvons en avoir besoin pour mettre l'assainissement dans d'autres quartiers du Sénégal. Mais il faudrait derrière que les gens puissent avoir des comportements citoyens, que les gens puissent sauvegarder le bien public. Mais tant que ces comportements, vol de plaques, transformation des égouts en poubelles, on se branche de façon clandestine sur les réseaux d'eau pluviale, on aura toujours des problèmes. Et c'est dommage, mais je pense que ça, c'est un appel très fort que je lance. La saison des pluies va venir avant la Tabaski. Tabaski, c'est le moment le plus difficile pour nous, parce que c'est le moment où, après, les gens mettent tout dans les égouts. Et naturellement, après, ils vont être surpris de tomber dans des inondations. Et c'est dommage. Je pense que le message fort que je lance aux Sénégalais par rapport à ça, c'est qu'on se ressaisisse, qu'on regarde un peu les choses et qu'on sache que le bien public, c'est le bien public. On l'appelle bien public parce que ça n'appartient à tout le monde. On ne l'appelle pas bien public parce que ça n'appartient à personne. Et malheureusement, c'est le comportement de tous les jours. Nous continuons à faire l'éducation, nous continuons à expliquer aux gens les comportements qu'il faut, et je reste persuadé que nous arriverons un jour à ne plus avoir à faire face à de telles difficultés. Je suis très accro de tout ce qui est informatique, de tout ce qui est IT, de tout ce qui est réseaux sociaux. Certains me demandent comment je fais, mais c'est une passion, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une passion pour moi. J'aime la lecture aussi, quand le temps me le permet. Mais les journées de l'ONA sont très longues. Vous commencez à 7h du matin et vous terminez jamais avant 20h. C'est un peu compliqué, mais j'essaie de trouver le temps pour faire autre chose, parce qu'il faut un équilibre dans la vie si vous voulez être performant.